Bienvenue sur France 24 pour cette nouvelle édition du Talk de Paris, une émission enregistrée à Varsovie, capitale de la Pologne au cœur de toutes les attentions à la veille du sommet du Conseil européen de Bruxelles les 21 et 22 juin. La Pologne, Varsovie, où nous reçoit son président, Lech Kaczyński, dans son palais présidentiel. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Madame. Avec nous aujourd'hui à Varsovie, notre spécialiste des affaires européennes, Caroline de Camaret, qui va vous interviewer également. Bonjour, Monsieur le Président. Et j'aimerais tout de suite, Monsieur le Président, commencer par ce qui fait l'un des aspects les plus extraordinaires de la Pologne d'aujourd'hui, totalement unique. C'est en effet le seul pays où deux frères jumeaux dirigent le pays. Vous êtes le Président, vous avez été élu en 2005 et vous avez nommé Premier ministre votre propre frère. Alors la question qu'on a envie de vous poser, c'est la suivante. Comment faites-vous pour travailler ensemble et comment fonctionne votre tandem, le tandem des frères jumeaux Kaczyński? Je pense qu'il fonctionne bien. Rappelons-nous qu'avant même ma victoire aux élections présidentielles, mon frère a gagné les élections parlementaires. Et puisque c'est lui, le dirigeant du parti Droit et Justice, qui a gagné de manière significative les dernières élections en 2005, le fait qu'il soit devenu Premier ministre en juillet suivant est une chose naturelle dans une démocratie européenne. En règle générale, c'est le dirigeant du parti vainqueur qui devient le Premier ministre. Dans certains pays, on ne pourrait pas imaginer une autre situation. Et j'ai posé la question de manière très claire à mon frère que s'il refusait la fonction de Premier ministre, je me sentirais comme en cohabitation. Telle est la situation en Pologne, même si le président de la Pologne n'a pas les mêmes attributions que le président de la République française. Et pourquoi ai-je fait ainsi? Pour des raisons très simples. Car il ne peut pas être ainsi qu'une personne soit au pouvoir, le Premier ministre de l'époque, et qu'un autre soit considéré comme responsable de ce gouvernement, comme les médias considéraient mon frère. Alors justement, est-ce que ça ne change pas la nature constitutionnelle de votre pays, en quelque sorte, puisque un Premier ministre et un président qui sont des jumeaux, eh bien, il y a une fonction dont on a l'impression qu'elle s'annule. On imagine mal que vous soyez en désaccord jamais avec votre frère jumeau. La constitution polonaise ne prévoit pas de désaccord entre le Premier ministre et le président. Je pense que cette situation est indifférente du point de vue de la Constitution. La Constitution n'oblige pas à cela, bien entendu, mais elle ne l'interdit pas non plus. Est-ce que vous pensez, Monsieur le Président, que ce tandem va fonctionner jusqu'aux prochaines élections ou est-ce qu'il est possible que vous vous sépariez de votre frère si vous n'êtes plus d'accord? Non, je pense qu'il peut y avoir des désaccords entre nous, mais il n'est pas question de nous séparer. Je pense que le gouvernement de Jarosław Kaczyński durera aussi longtemps qu'il sera efficace dans l'action du point de vue de l'intérêt du pays et tant que les décisions du Premier ministre seront bonnes. En ce qui concerne la politique étrangère, il y a une sorte de partage du pouvoir entre le président et le Premier ministre. Et donc, du point de vue de la Constitution polonaise, il est tout à fait possible que le président se rende au sommet de l'Union européenne, mais également le Premier ministre. Mais en l'occurrence, c'est vous qui allez y aller ou c'est lui? Non, il faut dire que la décision sera prise après notre discussion avec Madame la chancelière Merkel. Très bien. Alors, Monsieur le Président, je vous propose de revenir sur votre parcours politique. On sait que vous avez été l'un des plus proches conseillers de Lech Wałęsa. Maintenant, c'est différent, mais je vous propose de regarder ensemble le portrait qui a été réalisé pour cette émission par l'un des journalistes de France 24, Clément Massé. Regardons ensemble. Les deux petits voyous qui ont décroché la Lune. Un film polonais de 1962 dont les héros ne sont autres que les frères Kaczyński, les Kazori, les canards comme les surnomment les Polonais, ici avec leur mère. Les deux frères sont élevés dans des valeurs anticommunistes et patriotiques. Leurs parents ont participé à l'insurrection de Varsovie en 1944. Lech et son jumeau, Jarosław, désormais aux deux postes les plus importants de l'État, président et Premier ministre. Certains diront que leur première heure de gloire, il y a 45 ans, avait quelque chose de prémonitoire.
Lech Kaczynski, président de la Pologne, est entré en politique avec son frère à la faveur de la grève des chantiers navals de Gdansk en 1980. Il sera délégué du premier congrès de solidarité, le premier syndicat libre dans l'Europe centrale communiste. À cette époque, il se lie d'amitié avec Lech Wałęsa. En juin 1989, les premières élections démocratiques se tiennent en Pologne. Lech Kaczynski est élu sénateur, puis ce sera la brouille avec Wałęsa. Plusieurs fois ministre, Kaczynski se forge une réputation d'homme intègre et incorruptible. En 2001, il est élu maire de Varsovie. Tout au long de sa carrière politique, il n'aura eu de cesse de s'affirmer atlantiste et de se montrer méfiant à l'égard de la Russie et du voisin allemand. À la tête de la Pologne depuis 2005, il conduit une révolution morale. Conservateur, il interdit par exemple la Gay Pride à Varsovie en 2005. Il s'oppose farouchement à l'avortement et se prononce pour la peine de mort. Avec son frère, il incarne un pouvoir parfois imprévisible. Avant les dernières élections législatives et présidentielles, Lech Kaczynski avait promis une alliance avec les libéraux, mais c'est vers l'extrême droite qu'il se tourne. Alors que son frère jumeau et lui assurent qu'ils ne monopoliseront pas la tête de l'État, en juillet 2006, Jarosław devient Premier ministre, un partage du pouvoir inédit dans l'Union européenne. Je pense qu'il y a là quelques malentendus typiques qui nous rendent la situation difficile et parfois la coopération au niveau de nos partenaires européens. Tout d'abord, je ne suis certainement pas un homme de l'extrême droite. Je me définirais plutôt comme un conservateur très moderne. Et en ce qui concerne la coalition actuelle, il faut se dire clairement qu'elle a été imposée par la situation. Aujourd'hui, de quel pays vous sentez-vous le plus proche en Europe ou de quel président européen vous sentez-vous le plus proche? Vous dites « je ne suis pas d'extrême droite, je suis un conservateur ». De qui vous sentez-vous proche aujourd'hui en Europe? Vous savez, il est évident qu'il y a un pays avec lequel je m'identifie complètement, c'est la Pologne. Néanmoins, nous avons également des contacts très proches et nous considérons cela comme un succès avec un petit pays, mais qui est notre partenaire historique, c'est la Lituanie. Nous avons de très bons rapports avec la République tchèque, ce qui est une nouveauté dans notre histoire et une nouveauté très favorable que nous apprécions particulièrement. Et en ce qui concerne les grands États européens, les 4 plus grands, j'ai l'espoir d'avoir de très bons rapports avec le président de la République française. Je pense aussi que pas après pas, nous allons rapprocher nos positions avec l'Allemagne. Cela n'est certainement pas une mince affaire, mais il est tout à fait clair que les derniers mois de nos rapports avec l'Allemagne sont des compromis venant de notre part. Et nous ne voyons pas beaucoup de gestes de la part du partenaire. Aujourd'hui, vous nous dites qu'on a de bonnes relations avec l'Allemagne. Il n'empêche, vous faites l'objet vraiment de visites de tout ce que l'Europe compte de chefs d'État, parce que les Européens sont très inquiets justement du côté imprévisible des Polonais au prochain sommet des 21 et 22 juin. Ils menacent de tout bloquer parce qu'ils ne sont pas contents du système de vote. Je ne comprends pas trop pourquoi vous parlez d'imprévisibilité. Parce que d'une manière tout à fait prévisible, nous disons que nous ne serons pas d'accord. Le système que nous proposons est un système qui met sur un pied d'égalité tous les citoyens de l'Union européenne et ne fait pas de différence entre ceux des plus grands et ceux des plus petits, d'un côté et d'un autre, ceux des pays moyens. En d'autres termes, nous proposons un système qui certes n'est peut-être pas le plus simple, mais qui est un système juste. Et il y a encore un élément qui, j'espère, ne vous fâchera pas, mais aucun pays au monde n'aime voir sa situation se détériorer dans le cadre d'une négociation. Et le système proposé de la double majorité, en comparaison avec le système actuel du traité de Nice, détériore le plus la situation de la Pologne et de la Hollande. Monsieur le Président, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que vous allez bloquer un accord à Bruxelles le 21 juin
ou est-ce que vous êtes prêt à un compromis? Nicolas Sarkozy, le président français, a dit la semaine dernière il faut que la Pologne soit prête au compromis. Est-ce que vous êtes prêt à un compromis ou est-ce que vous allez bloquer? Ou un veto tout seul aussi, hein. C'est bien la question du veto seul qui se pose. Pour de très nombreuses questions, la Pologne est d'accord pour le compromis. Ce qui serait le plus naturel, ce serait d'élaborer un tout nouveau traité. Mais nous avons accepté de travailler sur le traité actuel. C'est un compromis important, un changement important de notre position. Deuxième changement, nous considérions qu'il y avait tellement de problèmes que le traité devrait être travaillé jusqu'à l'année 2009. Aujourd'hui, nous acceptons que 2009 soit l'année de la dite ratification. Et si on y parvient, que les prochaines élections européennes qui auront lieu en juin 2009 se fassent après la ratification du nouveau traité, peu importe comment on l'appellera. Voyez donc que nous avons fait de nombreux compromis, des compromis qui sont même contraires à nos convictions. Dire que la Pologne n'est pas réaliste est donc un malentendu. Alors, Monsieur le Président, simplement pour bien comprendre votre position, au sommet de Bruxelles, est-ce que vous allez bloquer, mettre votre veto ou pas? Et combien de temps vous semble-t-il nécessaire pour négocier un nouveau traité? On parle d'un traité simplifié. Combien de temps il va falloir pour le négocier? Pour faire un bon traité, on a besoin de très peu de temps. Mais ce que nous voudrions, c'est que ce ne soit pas la décision qui soit prise en juin, mais qu'on puisse ouvrir une discussion sur le sujet. En d'autres termes, qu'on puisse donner un mandat de négociation à la conférence intergouvernementale qui s'occupe également de cette question. Et donc ça veut dire qu'à Bruxelles, il ne peut pas y avoir d'accord sur ce point? Je vous le dis encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir un accord à Bruxelles sur la représentation à la racine carrée, mais que la conférence intergouvernementale puisse en débattre. En d'autres termes, que cela soit soumis au mandat de négociation. Mais je ne cache pas que la Pologne n'acceptera pas le système actuel. Cela ne fait aucun doute et je peux vous assurer que ce que je vous dis maintenant, c'est également ce que je dirai aux chefs d'État et de gouvernement, moi ou mon frère, dans les tout prochains jours. Monsieur le Président, pour être très clair avec nos téléspectateurs, car ce sont des matières complexes, au prochain sommet de Bruxelles, ce que vous souhaitez, c'est que la question de la double majorité soit rediscutée, non pas décidée cette fois-ci, mais rediscutée, c'est bien ça, ultérieurement, et que vous puissiez avancer vos propres idées. Bien sûr, je serais très content si l'on pouvait avoir une décision positive pour la Pologne et je ne m'y opposerai pas. Mais les conditions minimales sont d'ouvrir le débat sur ce sujet dans le mandat de négociation, c'est-à-dire que la conférence intergouvernementale à l'automne puisse en parler. Sinon, c'est le veto polonais. Je suis au regret de dire que je ne vois pas d'autre solution. Nous n'accepterons pas ce système. Mais si tout le monde accepte de reporter ce débat à l'automne, alors vous êtes prêt à signer le traité simplifié? Oui. C'est-à-dire, ce traité simplifié ne sera pas prêt en juin. Cela n'est pas possible. Le traité simplifié peut être prêt à l'automne. Je sais que le président Nicolas Sarkozy voudrait que le Parlement français le ratifie encore cette année. Mais je voulais faire la remarque qu'il n'y a pas que les Français qui vont ratifier le traité, mais les Polonais également. Et avec ce système de vote, le traité, même si le Premier ministre ou moi-même nous le signons, le Premier ministre, puisque le président ratifie avec l'accord du Parlement, cela n'aurait pas de grande importance parce que ce texte serait rejeté par le Parlement. Il y aurait donc un rejet de la ratification
En d'autres termes, je pense que cette discussion n'a même pas lieu d'être de savoir si l'on doit garder ce système de vote. Car même si le gouvernement de la Pologne et le président étaient d'accord, c'est le Parlement qui ne serait pas d'accord. Et nous aurions une situation semblable à celle du résultat du référendum en France ou en Hollande. Un sommet du 21-22 très mouvementé, Ulysse. Mais ça veut dire que vous avez, en fait, Monsieur le Président, vous demandez quand même plus de temps, au minimum 5 ou 6 mois de négociation. Oui, cela et bien d'autres choses. Car il convient de se rappeler que de nombreux pays de l'Union européenne ont des propositions à faire, voudraient débattre de nombreux problèmes. Les Hollandais, par exemple, n'accepteraient jamais un nouveau référendum. Et cela exclut déjà certaines caractéristiques du traité actuel qui donnent un caractère d'union à nos États. Nous savons que cet élément sera retiré et la Pologne le soutient. Les Anglais ont leurs propositions, les Tchèques également. Je pense qu'il n'est pas exclu que les Espagnols également. La discussion tournera donc autour de nombreux problèmes. Même si l'on accepte la proposition du président Nicolas Sarkozy que je soutiens d'un concept de mini-traité. Parce que ce qui rend le projet actuel si pesant, c'est justement son caractère si constitutionnel qui grave des éléments dans le marbre, des éléments qui ne devraient pas y être et qui sont variables dans l'histoire. Le concept donc d'un mini-traité nous convient parfaitement. Très bien, Monsieur le Président, nous arrivons à la fin de notre première partie. Je vous propose de marquer une pause pour regarder le journal de France 24 et nous nous retrouvons dans quelques minutes. Retour sur le plateau du Talk de Paris, une émission enregistrée à Varsovie avec le président polonais Lech Kaczynski. Monsieur le Président, une question importante pour l'Europe et pour le monde, le projet de bouclier antimissile des Américains. Vous avez rencontré tout récemment le président George Bush. Vous savez que le président Poutine a proposé de mettre ce bouclier antimissile en Azerbaïdjan et non plus en Pologne et en Tchécoslovaquie. Alors aujourd'hui, où en est-on? Je vois que cela vous fait sourire. Est-ce que la Pologne est toujours candidate pour accueillir sur son territoire une partie de ce bouclier antimissile? Oui, une partie du bouclier avec la République tchèque. Bien entendu, la Pologne est toujours candidate. Nous avons eu un bon échange avec le président Bush. Je pense que cette proposition russe, tout d'abord, d'après ce que je sais, je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'ils aient l'accord indispensable de l'Azerbaïdjan, du président Aliyev. Et deuxièmement, cela nous montre à nouveau les intentions de notre partenaire russe. Le bouclier partout sauf en Pologne. Je pense que c'est le résultat d'une politique russe qui est extrêmement logique avec elle-même. C'est une politique, bien entendu, qui est lue dans un contexte tout à fait différent. Je veux clairement souligner que je ne compare pas la situation d'il y a 20, 30 ou 40 ans avec la situation actuelle, mais nous voyons l'intention de la Russie de retrouver des influences en Europe. Et la Pologne se trouve sur cette liste, peut-être pas au premier rang, car nous sommes un grand pays pour l'Europe, mais pas aussi grand que la France, par exemple. Et donc, de ce point de vue, l'installation de la partie d'un système qui lie la Pologne avec les États-Unis d'Amérique, du point de vue russe, est défavorable. Mais dire que ce bouclier est un danger, une menace pour la Russie, est-ce que la Russie est menacée par l'Occident? Je pense que personne ne peut penser cela sérieusement. Notre monde est tout à fait incapable d'agression. Il faut en être convaincu. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est une bonne chose.
Alors vous avez parlé de tensions entre la Pologne, votre pays, et la Russie. On peut parler aussi historiquement de tensions avec l'Allemagne. Et c'est vrai que, bien sûr, vous êtes inquiet de ces citoyens allemands expulsés en 1945 qui aujourd'hui veulent faire des procès à la Pologne pour restitution de biens. Vous êtes inquiet aussi d'un projet de gazoduc nord-européen sous la Baltique. Et tout ça vous oppose à l'Allemagne. Où en sont l'état de vos relations ? Oui, c'est vrai qu'il y a des problèmes dans nos relations avec l'Allemagne. Ce sont des problèmes bilatéraux qui restent entre nous. Mais je voudrais souligner, avec toute la sympathie que j'ai pour la chancelière Merkel et également pour mon homologue, le président Horst Keller, que de ce point de vue, l'Allemagne n'a fait aucun geste envers nous. Il y a eu des discussions qui sont difficiles pour la Pologne. Imaginez-vous si un tiers du territoire français voyait ses habitants ne pas être sûrs de leurs droits. C'est un problème très important. Et le fait que le gouvernement allemand de Mme Merkel ne soutienne pas ces revendications ne nous suffit pas. Alors, Monsieur le Président, parlons un petit peu de votre pays. Vous êtes arrivé au pouvoir avec la volonté de changer beaucoup de choses et notamment une loi que vous avez proposée au Parlement consiste à établir la décommunisation de la société. Où en êtes-vous aujourd'hui? Vous savez que cette loi a suscité beaucoup de réactions en Europe. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur de susciter une nouvelle division à l'intérieur de la Pologne? On a parlé de chasse aux sorcières et j'aimerais qu'aujourd'hui vous puissiez nous expliquer où vous en êtes, car la Cour constitutionnelle a rejeté cette loi, au moins en partie. Il s'agit plutôt de lustration que de décommunisation. La lustration, c'est un autre phénomène. Une caractéristique des pays communistes, même dans sa version modérée, comme celle qui a eu lieu en Pologne, ces régimes se caractérisaient par un grand nombre d'agents secrets et de collaborateurs. Il s'agissait de collaborateurs de services secrets qui surveillaient les Polonais, mais également d'espionnage, de contre-espionnage, militaire ou civil, qui d'ailleurs existe jusqu'à aujourd'hui. Il s'agissait tout simplement de mettre au jour ces personnes. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il s'agit d'une question morale. Bien entendu, je distingue ceux qui travaillaient pour l'espionnage de la dénonciation de ses collègues dans le cadre de collaboration avec les services secrets. Il s'agit d'une question morale, car le mal qui a été commis porte certaines conséquences. La deuxième raison, c'est qu'en Pologne, il y a beaucoup de gens qui essayent ou qui ont essayé de donner des leçons d'être des autorités morales. Si vous aviez vu les archives secrètes et aviez vu également les leçons données par certaines personnes, je pense que le citoyen moyen pourrait être pour le moins irrité de voir cela. Troisièmement, la participation de ce genre de personnes dans la vie politique ou dans d'autres fonctions importantes de la vie publique porte un certain danger puisque ces personnes seraient plus enclines à être manipulées. En d'autres termes, nous voulions faire ce qu'ont fait d'autres pays post-communistes. On a le sentiment qu'on a d'un côté une Pologne très dynamique avec une très forte croissance, 7% de croissance, un pays qui bouge, qui vit, qui réussit économiquement, et de l'autre une Pologne qui tourne un petit peu le dos à l'Europe avec la loi de la lustration, avec des tentatives d'interdire l'avortement, la volonté de rétablir la peine de mort alors que l'Europe est contre la peine de mort. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un clivage entre votre Pologne et l'Europe d'aujourd'hui? C'est la vraie question en fait.
Bien, avant tout, je pense que je viens d'expliquer quelles étaient les motivations de cette loi de lustration et les résistances que nous avons eues à mettre en place cette loi montrent justement les influences encore présentes de l'ancien régime dans notre pays. Je pense que notre système de valeurs en Pologne est commun à celui de la France et je pense que la loi de lustration n'a rien à voir avec une opposition aux valeurs européennes. Peut-être que vous me direz le contraire dans un instant, et qu'effectivement, être un collaborateur des services secrets communistes relève de la vie privée et qu'il ne faut pas ingérer. Mais il faudrait pouvoir argumenter. En revanche, en ce qui concerne l'avortement, j'ai été très critiqué pour ma modération dans ce domaine. Je me suis opposé, par exemple, à des changements dans la constitution polonaise qui rendraient impossible la légalité de l'avortement dans le cas du viol ou en cas de danger de vie pour la mère. Il y a eu un tel projet qui a provoqué un certain désaccord dans le parti au pouvoir. Mais ni mon frère ni moi n'avons pas soutenu ce projet. En revanche, il est difficile d'être catholique et d'être pour l'avortement de manière générale. Ces deux choses sont parfaitement contradictoires. Et la loi polonaise est effectivement plus restrictive que d'autres pays européens, mais ce n'est pas la seule. On pourrait la comparer par exemple à celle de l'Irlande, qui est encore plus restrictive. Et je pense que l'Europe n'agira pas dans cette affaire, puisque c'est une affaire des mœurs, de la morale polonaise. Et en ce qui concerne le troisième élément, à savoir la peine de mort, nous n'avons pas de projet de réintroduire la peine de mort aujourd'hui, même si moi, personnellement, et je n'en ai pas du tout honte, je considère que l'abolitionnisme, c'est-à-dire le mouvement qui lutte contre la peine de mort, de manière très efficace, je pense que c'est une impasse de notre civilisation. Je parle ici uniquement des meurtriers. Toute personne qui n'a pas tué ne peut pas être condamnée à mort. Mais en revanche, si quelqu'un a privé une personne de la vie, lui accorder la vie sauve et d'une certaine manière affirmer que la vie du meurtrier est plus importante que la vie de la victime. Et pour moi, c'est l'essence du problème. Si on est abolitionniste, ça veut dire qu'on considère que le meurtrier est un surhomme. Et je ne serai jamais d'accord avec cela, car pour moi, un meurtrier fait partie de la pire catégorie humaine et pas la meilleure. Alors, le mois dernier, des diverses personnalités, dont Lech Walesa, dont on a déjà parlé, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Geremek et Andrzej Wajda, ont tenu une réunion publique pour critiquer ce qu'ils appellent votre autoritarisme et votre volonté d'accaparer tout l'État et de purger également toutes les institutions et tout l'État à votre profit. Je crois que vous oubliez là mon frère. Parce qu'on a été critiqués tous les deux et le dirigeant du gouvernement, c'est Jarosław Kaczyński et pas moi. En revanche, je dois vous dire que en Pologne, c'est une réalité tout à fait triste. Je suis désolé de le dire à l'antenne d'un autre pays, mais puisque nos opposants portent nos contradictions à l'étranger, j'y suis également obligé. Je voudrais dire qu'après 1989, s'est mis en place un système fondé sur des privilèges infondés pour des personnes qui étaient originaires du système précédent. Nous avons remis en question ce système. Il n'y a pas de gens intouchables. Il n'y a pas de gens au-dessus des lois. Et au nom de la défense de la démocratie, on a défendu des privilèges infondés. Alors, ça veut dire, si je résume, que vous allez publier sur Internet, comme vous avez menacé de le faire, la totalité des archives de la police secrète concernant tous les citoyens polonais?
Vous savez, je ne ferai pas cela tout seul. Pour cela, il faut d'abord une loi. Mais pour parler clairement, j'y étais opposé. J'étais au contraire pour une publication de liste de collaborateurs et non pas, comme voulait un important homme politique polonais, Jan Rokita, ouvrir toutes les archives. Car ouvrir toutes les archives, c'est une méthode brutale. C'est une manière de montrer la vie des gens et également beaucoup de mensonges concernant ces personnes, puisque les services secrets ont dit beaucoup de mensonges. Parfois, moralement, c'était assez neutre, mais je peux dire que dans mon propre dossier, il y a une liste de mes meilleurs amis. Mais sur ces 6 personnes qui sont supposées être mes meilleurs amis, il y en a un qui est mon ami, il y a une personne que j'ai rencontrée dans ma vie et 4 que je ne connaissais pas du tout. En d'autres termes, il y a beaucoup de mensonges, d'erreurs sur les personnes, beaucoup de malveillance. Monsieur le Président, totalement. C'est-à-dire, j'y étais opposé parce que je pensais que c'était trop brutal. Mais s'il n'y a pas d'autre solution, soit les agents, les anciens collaborateurs restent incognito et on trouve de ci de là certains documents. Et il y aura tout le temps ce jeu des dossiers. Ou on mettra au jour toute la vérité. Et c'est moi qui ai voulu une solution plus modérée, mettre au jour seulement les collaborateurs, avec bien entendu la présomption d'innocence. C'est-à-dire que si quelqu'un remet en question le fait qu'il ait été collaborateur, il y a une présomption d'innocence, qu'il n'a pas été collaborateur, et il faut à ce moment-là lui prouver. Le tribunal a considéré que ça était contraire à la Constitution. Dans ce cas, il faudra essayer une méthode peut-être beaucoup plus brutale. Mais si le tribunal défendra également les agents communistes, cela sera une nouvelle preuve que ces agents communistes ont encore une grande influence en Pologne et que personne ne me dise que cela est contraire aux valeurs européennes. Une dernière question tout de même qui concerne l'un des hommes que vous avez le mieux connu en Pologne, Lech Wałęsa, qui lui a dit que vous aviez trahi les idéaux de Solidarność. Qu'est-ce que vous lui répondez aujourd'hui? Eh bien, tout simplement que c'est le contraire. Wałęsa est arrivé au pouvoir avec l'idée d'amener à son terme la révolution de Solidarność. Il s'est appuyé pour cela sur la partie la plus radicale de la société, en particulier les anticommunistes. Et ensuite, il a appuyé son pouvoir sur les anciens services secrets communistes. Donc c'est lui qui a trahi. C'est lui qui a trahi. Mais oui, bien entendu. Encore une fois, ce que je dis n'est pas si compliqué, parce que la réalité de l'époque n'était pas si complexe. En s'appuyant sur l'opposition, il a gagné, ensuite a convaincu les anciens communistes que c'était eux les meilleurs pour diriger. Cela est déjà arrivé dans l'histoire, ce n'est pas une nouveauté. Mais il est difficile de considérer cela comme de la fidélité aux idéaux de Solidarność. Et donc, est-ce que la démocratie en Pologne a été menacée après 89? Oui, jusqu'en 95. Et si on m'a reproché souvent, à moi et à mon frère, d'avoir été soulagés par le succès d'Aleksander Kwaśniewski, eh bien oui, je le reconnais. Je sais que ça va faire grincer des dents à beaucoup d'anticommunistes polonais. Ce n'est pas politiquement correct, mais oui, je reconnais, car je considérais que Kwaśniewski, même si c'est un homme qui est d'un autre bord politique que moi, a été une moindre menace pour la démocratie que Wałęsa. Merci à nouveau, Monsieur le Président, d'avoir participé à notre émission spéciale du Talk de Paris ici à Varsovie. Je vous donne rendez-vous, bien entendu, lors d'une prochaine édition sur France 24. À bientôt.